Comme je vous le disais, moi, je suis en charge des formations métiers, dont la track produit. Et c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai rencontré Simon. Donc, la track produit, Simon, je te laisse mettre le slide d'après. C'est une formation sur 5 semaines qui aborde en fait 6 grands piliers du produit. Donc, allant de l'état d'esprit, de la posture, à la user research, en passant par le design ou encore comment gérer les interactions avec les devs. En fait, on apprend un peu les bases du métier et tous les métiers qui gravitent autour de celui-là, parce qu'on le dit souvent, et c'est parfois comparé product owner, product manager, c'est un petit peu être le chef d'orchestre, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui gravitent autour, et il faut donc gérer ces interactions. Donc voilà, donc dans cette formation de 22 heures, vous découvrez un petit peu toutes ces choses-là avec des experts terrain qui viennent vous expliquer concrètement comment ça se passe dans leur entreprise. On le dit aussi souvent en produit, il y a autant d'organisations produits qu'il y a d'entreprises, et c'est pour ça que chez Lyon, on a à cœur d'avoir à chaque session un intervenant qui vient d'une entreprise différente et donc qui va avoir une organisation un peu différente. Si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas soit à moi m'envoyer un mail. Je m'appelle Joséphine, je ne sais même pas si je me suis présentée. Et normalement, vous avez mon adresse mail. J'ai dû vous envoyer un mail hier soir, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, vous pouvez m'envoyer un mail ou alors vous envoyer un mail à Camille. On a une prochaine formation qui commence le 25 janvier, 100% en ligne, évidemment, les lundis soirs. Voilà. Donc, comme je disais, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Simon, qui est chez Lyon depuis maintenant un moment. Il mentor nos équipes produits à chaque formation. Donc, en fait, ce que je ne vous ai pas dit dans la formation produit, c'est que dès la première session, on vous met en groupe en amont. Et donc, vous allez bosser sur un projet fil rouge tout du long de ces 5 semaines. Et à la fin de la formation, on vous donne l'occasion de rencontrer un expert produit qui va vous mentorer pendant 1 heure pour que vous puissiez poser toutes vos questions sur le produit, sur votre projet ou sur le quotidien de votre mentor. Donc Simon est parmi nous depuis, je crois que je ne sais même pas te dire depuis combien de batchs tu le suis, Simon, mais ça fait très très longtemps. Évidemment, Ça fait un an, ah ben voilà, 1 an. exactement. C'était Donc janvier 2020. on fête les 2 ans de la formation produit et les 1 an de Simon chez nous. Trop chouette. Et donc, pour moi, c'était très important de démarrer l'année 2021 avec Simon parce qu'on a souvent des questions de « je ne comprends pas les différences PO-PM ». Dans une entreprise, il n'y a que des PO. Dans une entreprise, il n'y a que des PM. Il y en a qui parlent de hiérarchie. Enfin bon, c'est hyper varié. Donc, on s'était dit que c'était super cool avec Simon de reprendre les bases un petit peu et de se reposer les bonnes questions pour pouvoir démarrer l'année 2021 sur de nouvelles bases. Donc, on est trop content, enfin, je suis trop contente d'avoir Simon avec nous. Et puis, avec Simon, on est ravis de vous voir ce matin. N'hésitez surtout pas pour vos questions. Et puis, je vais laisser la parole à Simon. Bah, super, merci Joséphine pour cette introduction. Moi, je suis super heureux d'être là. Ça fait 1 an, en effet, que j'interviens régulièrement sur toutes les formations produits et en tant que mentor. Et du coup, je recueille toutes les questions et les interrogations sur le métier et j'essaye d'y répondre tant bien que mal. Et je voulais commencer par vous souhaiter une super année 2021. J'espère qu'elle permettra de réaliser tout ce que vous souhaitez. Rapidement, pour me présenter, moi, je suis lead product manager chez WeHelp. WeHelp, c'est une entreprise d'aide à la personne où, en gros, on accompagne des personnes âgées en perte d'autonomie à rester chez elles le plus longtemps possible en bonne santé. Aujourd'hui, on le fait avec l'aide d'auxiliaires de vie. C'est des personnes qui viennent pour apporter un coup de main sur les choses qu'on ne peut plus faire quand on est âgé. Et demain, on pourra apporter d'autres prestations, plutôt du confort, plutôt de la santé. C'est en tout cas la vision de l'entreprise pour faire en sorte qu'on reste le plus longtemps chez soi. Avant ça, j'ai passé à peu près 4 ans à la Ruche qui dit oui, où j'ai fait mes armes en tant que product manager. La Ruche qui dit oui, si vous ne connaissez pas, c'est un marché de producteurs en ligne de vente en direct de produits maraîchers, épicerie, viande, crèmerie, la base. Du coup, comme on le disait avec Joséphine, ça fait 1 an aussi que je suis mentor à la Product Track chez Lyon. Et en dehors de ça, moi, j'aime passer mon temps dehors, plutôt en montagne. Et je m'intéresse pas mal au monde du vin et à ceux qui le font. D'où le fait que j'ai déménagé récemment à Lyon. Et je m'y plais bien. Pour apprendre à vous connaître un petit peu, peut-être qu'on va pouvoir utiliser le chat ou la fonctionnalité de lever la main sur Zoom. Vous êtes qui? Est-ce que vous êtes product owner? C'est la réponse A. Est-ce que vous êtes plutôt product manager? C'est la réponse B. Est-ce que vous êtes ni l'un ni l'autre, mais vous avez besoin d'un peu d'informations supplémentaires pour pouvoir vous décider
et c'est pour ça que vous assistez à ce point-là. C'est la réponse C. Et la réponse D, vous ne savez pas trop, mais bon, il n'y avait pas trop d'autres choix pour prendre votre petit-déj ou votre café ce matin. On a déjà pas mal de réponses, Simon. Ouais, je vois ça Donc, sur le chat. on a des PO, des futurs PO, beaucoup de personnes qui sont là pour notre superbe compagnie, évidemment, et Super, des gens qui sont ni l'un ni l'autre, mais qui veulent en savoir plus. parfait. Et ben, si vous voulez en savoir plus, je pense que vous êtes au bon endroit. Une autre question un peu introductive. Qu'est-ce qui, selon vous, pousse une entreprise à recruter son premier ou ses premiers product owner ou product manager? La proposition A, c'est que généralement, c'est la guerre. Toute l'organisation estime que son projet est prioritaire. Il faut absolument les développer. Personne ne choisit vraiment. Ça, c'est la réponse A. La réponse B, c'est on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'on recrute un product manager parce que voilà, il y a déjà des gens qui le font dans l'organisation. Mais en revanche, les investisseurs, ils ont dit ouais, il faut prendre des products, c'est vraiment le truc d'avenir. Du coup, on a fait ça. La proposition C, c'est parce que la CEO ou le CEO n'a plus assez de ses 24 heures pour faire des specs techniques et détailler un peu le produit. Du coup, les devs sont en attente, le design est en attente. Ou la réponse D, c'est super tôt pour ces questions-là. Je vais retourner me coucher. Avec un petit peu de chance, on n'aura pas beaucoup de dés. Alors, pour le moment, on a une majorité de C et quelques A aussi, et des personnes qui disent A et C. Ok. Eh ben, c'est plutôt intéressant. Pour moi, c'est un peu tout ça mélangé. Dans les faits, ce qu'on observe, généralement, lors de la création d'une entreprise, c'est le fondateur, la fondatrice qui prend le rôle de product manager, de product en tout cas, et qui va de manière très rapprochée avec les développeurs et les designers, parce qu'il y a peu de personnes dans l'entreprise, construire le produit au fur et à mesure en itération. Et plus l'entreprise va grossir et va grandir, moins le temps de la personne fondateur, fondatrice va pouvoir être alloué sur le produit et du coup va devoir être géré par d'autres personnes pour éviter d'avoir des blocages dans les priorisations ou dans le backlog. Et du coup, ce qu'on observe généralement, c'est que quelques employés vont prendre le rôle de chef de projet et qui vont essayer de mener les projets stratégiques auprès des développeurs ou des designers. Et du coup, de fait, prendre un peu ce rôle de produit, de gérer le produit avec les développeurs. Mais c'est des personnes qui font pas que ça. Elles ont d'autres attributions. Généralement, c'est les premiers employés de l'entreprise qui ont une expertise et du coup qui mènent un peu ce projet. Moi, à la ruche, quand je suis arrivé, c'était le cas. On était à peu près à ce moment-là. La boîte avait été créée depuis quelques années et puis il y avait les premiers employés qui avaient un rôle de chef de projet, qui étaient experts un peu sur un domaine et qui, du coup, mettaient en place leur projet, faisaient de la conception et allaient voir les devs. Et après, c'était un peu genre, ils essayaient de prioriser comme ils pouvaient. Et bah, ça marchait pas trop. Les devs trouvaient que c'était pas clair. On savait pas ce qui était prioritaire de ce qui ne l'était pas. Et généralement, c'est à ce moment-là qu'on décide d'embaucher des personnes pour faire le métier de product et des personnes à plein temps pour le faire. Et du coup, qu'est-ce qu'on attend de cette personne-là? Ça se dessinait un petit peu en creux de ce que je disais juste avant, mais la première chose qu'on attend de cette personne-là, c'est qu'elle organise ce qu'on appelle la delivery, qu'elle organise l'équipe, les rituels au sein de l'équipe de développement. Du coup, ce serait les product designers, les développeurs et du coup le product, que tous les rituels au sein de cette équipe-là soient organisés pour pouvoir sortir les fonctionnalités attendues dans les temps et avec la meilleure qualité possible, avec le moins de bugs possible. On attend aussi de cette personne qu'elle puisse décomposer les problématiques complexes en stories plus simples pour que le développement soit parallélisable, soit plus petit, moins risqué, et qu'on évite cet effet tunnel qu'on peut voir dans d'autres modèles d'entreprise et qui ne correspondent pas forcément aux startups. Et ça, c'est vraiment la base de ce qu'on attend de la personne qui va prendre le rôle à plein temps de product owner manager. Mais cette personne, on peut aussi lui demander d'aller plus loin. On peut aussi lui dire, bah, on attend de toi que tu améliores l'expérience utilisateur. Là, c'est plutôt d'être en mesure de mettre en place des projets de recherche utilisateur, de comprendre quels sont les utilisateurs, quels sont leurs besoins et comment est-ce qu'on peut répondre à leurs problématiques
en améliorant leur expérience, du coup, la valeur perçue du service sur le long terme. Du coup, là, on va avoir des métiers qui vont être de la recherche utilisateur, du design, de l'UX, les métiers de data, un peu, qui vont être couverts sous cette notion-là. On peut aussi attendre de cette personne qu'elle aide à développer le business. On va attendre d'elle qu'elle ait un esprit un peu analytique, qu'elle puisse comprendre en gros toutes les étapes du funnel. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le modèle AARRR, mais c'est un peu genre comprendre toutes les étapes de ce funnel-là, à quel endroit l'entreprise se situe et où est-ce qu'on peut améliorer les choses. Donc, on va attendre aussi parfois de cette personne qui gère le produit d'avoir cet esprit analytique pour aider à développer le business. On peut aussi attendre d'elle d'avoir un peu une vision un peu plus long terme sur l'organisation produit, qu'elle participe à construire cette organisation. C'est la première, ce sera sans doute pas la dernière. Quels rituels on met en place, quels outils on utilise, comment on rend la communication fluide, comment est-ce que les autres BU de l'entreprise réussissent à communiquer avec cette personne-là et cette équipe-là. Et en gros, comment est-ce que l'entreprise se met dans un état d'esprit produit et peut avancer de manière pérenne et de long terme comme ça. Et enfin, on peut aussi demander à cette personne d'évangéliser. C'est un mot un peu barbare pour dire aujourd'hui, je suis dans une entreprise où on n'a pas du tout cet état d'esprit produit. Comment est-ce que tu peux apporter à toutes les autres équipes qui gravitent autour du produit cet état d'esprit produit pour pouvoir te remonter les bonnes idées d'amélioration, les bons bugs à résoudre pour faire en sorte qu'on puisse gagner du temps sur les itérations. Ça, c'est tout ce qu'on peut attendre de cette personne-là. On n'est pas obligé d'attendre un niveau à 100% sur chacune des 4 propositions. Si on le résume simplement, et ça je l'ai piqué honteusement à un product manager que j'adore, un ancien de Airbnb qui a une newsletter que je vous invite à lire si vous vous intéressez au produit, qui s'appelle Lenny Rachitsky. En gros, les 3 gros métiers de quelqu'un qui gère le produit, c'est la partie ship de product, du coup la delivery, faire en sorte qu'on sorte les fonctionnalités dans les temps de bonne qualité et qui participent à améliorer l'expérience utilisateur. La partie shape de product, qui est vraiment toute la partie expérience. Quelle expérience on va donner à nos utilisateurs? Comment est-ce qu'elle s'inscrit sur une vision plus long terme du produit? Comment est-ce qu'elle répond étape par étape à cette vision-là? Comment est-ce qu'elle se construit en itération? Et après, il y a la partie synchroniser les gens, sync the people, genre comment est-ce que je fonctionne en inter-équipe, développeur, designer, product manager, product owner, comment est-ce que j'interagis avec les autres équipes qui vont me remonter des idées d'amélioration, des bugs, comment est-ce que je priorise tout ça. Ça, c'est un peu pour moi les 3 gros métiers. C'est vraiment simplifié. Après, on peut aller vraiment dans le détail dans chacune de ces propositions-là, mais c'est les métiers de quelqu'un qui fait du produit. Bon, du coup, parce qu'on est quand même là pour ça ce matin, PO ou PM? Petit disclaimer, il y a plein d'articles qui existent sur Internet. La question, elle est extrêmement épineuse, elle est politique. Il y a plein de gens qui ont essayé d'y répondre. Il y a plein d'avis aussi. Je vais essayer de faire une réponse qui est la mienne et je suis très preneur d'en discuter avec vous par la suite. Et je n'entends pas du tout vous dire que c'est une vérité absolue. En France, généralement, on est, vous devez le savoir, mais on est un peu le pays champion du monde des entreprises SS2I ou ESN, l'entreprise de services numériques. On aime bien couper les choses, découper les rôles, et on a tendance à dire, enfin, c'est des choses qu'on peut voir régulièrement, que les product owners sont les personnes, c'est le métier, c'est le rôle qui gère uniquement la partie delivery. Du coup, la partie gestion du backlog, le partie ticketing, créer des user stories, challenger ces stories et les estimations avec les développeurs, suivre des burn down de tâches qui vont être réalisées au fur et à mesure des semaines, animer les rituels Scrum Agile. Et
uniquement cantonné à ce rôle-là. Pour moi, ça ne marche pas. Et ça, je l'ai expérimenté à La Ruche qui dit oui. En 2015, quand je suis arrivé, on a commencé à structurer un petit peu l'équipe de développement et l'équipe produit. Moi, à ce moment-là, j'étais plutôt chef de projet. Il y avait 3 autres personnes qui étaient chefs de projet avec moi. Du coup, on était 4. On était appelé PM, Product Manager. On avait en charge toute la partie conception, travail avec le design. Du coup, conception, c'était comprendre le besoin des utilisateurs, le problème, pourquoi est-ce qu'ils rencontraient ce problème-là, comment est-ce qu'on pouvait les aider à le résoudre, concevoir les premières idées, les premiers POC de résolution des problèmes, les tester sans dev sur le terrain. Et après, une fois qu'on y voyait un peu plus clair, on revenait avec des choses un peu plus claires. Et on allait voir les PO, qui étaient du coup les product owners. Ils étaient 3, donc on était 4 PM, il y avait 3 PO. Et les PO bossaient avec 3 équipes de dev, donc chacun une équipe. Et ils faisaient juste la partie implémentation de la solution qui était proposée par les PM. Ils challengeaient pas du tout la partie design, ils étaient vraiment aveugles de ça. Et eux, leur mission, leurs attributions, c'était juste d'exécuter, entre guillemets, exécuter. Pas péjoratif, hein, mais c'était vraiment comme ça que c'était ressenti. Et une fois que c'était en prod, testé, ils revenaient vers les product managers en disant bah, maintenant c'est en prod, vous pouvez communiquer. Et nous, product managers, on communiquait sur les solutions qui étaient mises en œuvre. Ça a duré quelques mois et après, ça a un peu explosé parce que c'était frustrant pour tout le monde. Pour nous, product managers, c'était frustrant parce que on n'avait aucune connaissance de ce qui pouvait bloquer au niveau du dev. Peut-être que la solution qui était proposée, elle ne correspondait pas, elle n'avait pas tous les éléments techniques en tête quand elle avait été élaborée. Peut-être qu'on aurait pu simplifier les choses, peut-être qu'en discutant avec les devs, on aurait pu trouver d'autres solutions encore meilleures. Et du coup, on était complètement aveugles de cette partie-là. Et de l'autre côté, les product owners, ils étaient complètement aveugles de pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait? Pourquoi est-ce qu'on implémente cette solution? Elle répond à quel problème? Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Et ils étaient complètement aveugles de cette partie contexte qui pouvait les aider à trouver du sens ou à comprendre en tout cas leur métier. Et du coup, ça n'a pas marché. Et on a décidé de fusionner tous les rôles. Bon, du coup, vous imaginez bien, on se retrouvait à 7 product people dans une équipe avec 20 devs, c'était beaucoup trop. Et du coup, après, on a réalloué un peu les ressources. Mais en tout cas, pour nous, ça n'a pas fonctionné comme ça. Du coup, ce que je propose, moi, la proposition que j'ai, c'est plutôt bah, un bon product owner ou product manager. C'est une personne qui sait gérer la delivery et toute la partie gestion technique, en gros, d'un projet. Faire en sorte que les features sortent de qualité dans les temps. Mais qui a aussi des billes sur les 4 autres dimensions qui sont améliorer l'expérience, développer le business, construire une organisation produit et évangéliser, trouver la place dans l'entreprise du produit. Et avoir un peu tout ça, c'est ce qui fait une personne produit intégrale au sein d'une entreprise. Et du coup, PO, c'est pas génial du coup si on voit ça sur une offre. Mais en fait, ça dépend. Quand on regarde un peu les offres qui sont publiées sur les sites, genre Welcome to the Jungle et tout ça, parfois il y a vraiment juste des différences sémantiques entre PO et PM. Il y a des entreprises qui vont utiliser PO pour différencier Product Manager qui peut vite être assimilé à au chef de produit marketing. Dans les grosses entreprises marketing, c'est des chefs de produits qui gèrent toute une gamme de produits. Bah, parfois, pour différencier chef de produit marketing et chef de produit digital, on va dire PO. Ça peut être plus simple. Et du coup, le métier est exactement le même et c'est l'ensemble de la palette de ce qu'on voyait juste avant. Parfois, il y a des boîtes où on a des PM et des PO. Généralement, dans ces entreprises-là, va y avoir un peu un lien de seniorité, juniorité. Va être product manager, une personne qui maîtrise plus l'intégralité du périmètre produit, va être product owner, quelqu'un qui est plutôt junior sur le métier et qui va apprendre beaucoup. Et généralement, c'est des rôles qui sont vraiment chouettes pour commencer à apprendre le métier, pour maîtriser les bases de la gestion de produits,
numérique et les priorités, la gestion de backlog, le ticketing, qui vont vraiment être les bases, un peu le cœur que vous voyez dans le cercle que je représentais juste avant de la delivery. Ça va être le genre de métier qui va permettre de maîtriser ça et pouvoir progresser après en tant que product person. Et parfois, c'est vrai que ça arrive, il y a encore des entreprises qui cantonnent le rôle de product owner uniquement à la gestion du backlog, de challenger les devs, mais pas du tout à prendre un peu de recul et comprendre le contexte dans lequel ils travaillent. Du coup, il faut faire attention, il faut être attentif, il faut bien, je pense, lorsqu'on lit les offres, il faut un peu regarder ce qui se cache derrière, essayer de comprendre si on peut avoir un contact ou deux dans l'entreprise et pouvoir s'intéresser à l'organisation et comment ça fonctionne. Je pense que ça donne des billes pour avoir des informations. Pour être encore plus précis, et j'arrive un peu sur la fin de ce que je voulais dire sur le sujet, mais en gros, au cas où vous ne l'auriez pas compris, pour moi, au cœur de PO ou PM, de product person, le cœur, la maîtrise que doit avoir cette personne-là, c'est la partie delivery, l'exécution, la gestion de produits numériques passe par une... Ouais, faut être excellent sur la partie on sait sortir des features dans les temps et de qualité. Une fois qu'on a ça, après, il y a tout un tas d'évolutions possibles. Il y a le cercle que je vous montrais qui était résumé. Vous voyez, il y a deux modèles sur la droite des frameworks de carrière product management. Le premier, c'est issu d'un article de TIGA que je vous recommande sur les carrières produits, qui a été écrit par Fabrice Desmazeries. Le second, c'est issu d'un thread Twitter de Paul Adams, qui est le VP Product de Intercom, que je vous recommande aussi, si ça vous intéresse. Mais en gros, leur idée, c'est de dire qu'un product manager, il peut maîtriser énormément de compétences dans alors le cercle, vous voyez les 9 domaines qui est cité par Tiga, product tech, du coup plutôt porté sur la compréhension technique et les technos utilisés par les devs, product design, plutôt porté sur la partie design, maîtrise des outils design, la capacité à faire des specs assez poussés, voire même créer des designs. Toute la partie data, la partie growth, la partie marketing, compréhension des outils SEO, SEA et pouvoir bien gérer leur interaction avec le produit. La dimension strategy, la dimension organisation et process et toute une part de soft skills qui permettent d'évangéliser, de donner sa place au produit dans l'entreprise. Ça, c'est les 9 domaines qui ont été recensés par Fabrice pour TIGA. On retrouve grosso modo les mêmes côté Paul Adams. Mais du coup, genre, ce que je voulais juste dire, c'est que l'évolution de quelqu'un qui fait du produit, elle est riche, elle est complexe et en fait, elle est diverse. Il y a vraiment beaucoup d'évolutions possibles. Il n'y a pas un chemin, un seul chemin. Et du coup, on peut commencer par être PO et gérer que la delivery, évoluer sur le reste. C'est très bien. Je pense qu'il faut faire attention, si ça ne nous intéresse pas, à pas rester PO quand on est sur uniquement la partie delivery. Si ce qui nous intéresse au final, c'est de monter sur plutôt de la stratégie et de faire une carrière longue dans le produit. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. C'est le sujet des carrières produits, leur diversité et leur richesse. On pourra le voir dans un autre temps. Là, on était plutôt sur c'est quoi PO versus PM. Et du coup, moi, je pense que j'en ai fini de mon côté. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Simon. Maintenant, on peut passer du coup aux questions-réponses. Vraiment, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de... Enfin, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il y a vraiment aucun souci là-dessus. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, Ouais. n'hésitez pas à me le dire. Ça fera une discussion intéressante. Donc, chez Lyon, on a souvent des intervenants qui n'ont pas forcément le même avis. Et justement, c'est ça qui rend les échanges encore plus riches, quoi. C'est de se dire, vous prenez ce qui est adaptable à votre situation, là où vous vous retrouvez, et ça vous permet de réfléchir aussi, et de vous pousser à vous créer, à vous former vos propres avis, et ensuite à pouvoir échanger avec des gens en effet qui n'ont pas forcément le même avis que vous. C'est aussi intéressant. N'hésitez pas, que ce soit
pour contredire Simon, pour valider Simon ou pour simplement poser des questions. Vous êtes bien silencieux ce matin. Hello Vincent, merci de mettre la caméra, c'est gentil. Est-ce que tu as une question, Vincent? Non, malheureusement, bonjour à vous. Je suis arrivé un petit peu tard après avoir déposé les enfants à l'école et ça m'intéressait beaucoup en complément de la formation Growth Marketing que nous avions ensemble et puis aussi de l'intervention d'hier. Donc là, j'étais à nouveau dans un nouveau domaine et ça m'intéressait. Je suis arrivé un petit peu tard, je suis juste arrivé sur la slide du PM et je n'ai pas vraiment suivi le PO, donc il faudra que je rattrape. Peut-être quand les slides seront dispo, ok, ça marche, avec grand plaisir. Et donc, je laisse les autres qui ont bien suivi poser les questions à Simon. Et merci, ça avait l'air très intéressant. Merci Vincent. Merci. Il y a d'autres remerciements, Simon, dans le chat. Mais on a tout le temps pour prendre des questions, que ce soit sur le métier, le quotidien, pourquoi, ou sur WeHelp, ou sur toutes ces choses-là. N'hésitez surtout pas. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur WeHelp, là, comment est-ce que vous avez, cette année, est-ce que vous avez décidé que vous allez recruter plus? Est-ce que vous allez changer un petit peu l'organisation? Est-ce que vous avez combien de devs? Tu vois, tous les petits points un peu plus techniques. Eh ben, chez WeHelp, aujourd'hui, on est une petite dizaine de devs. Moi, je suis le premier product manager. Je suis arrivé pile poil au moment justement où le CTO et cofondateur, Bastien, se trouvait en position un peu de créer des bottlenecks et des embouteillages dans le dev. Et du coup, il y a eu la volonté de recruter. Du coup, premier product manager. Je travaille avec Lucie, qui est une product designer. On est tous les deux sur la partie produit. Du coup, on travaille en direct avec Bastien, le CTO et fondateur. Et après, une petite dizaine de devs. On est en train de recruter un engineering manager pour pouvoir aider l'équipe de développement à progresser et à prendre plus de poids dans l'équipe. Et on est vraiment, là, on est encore à l'étape où on pose des bases de ce que le produit pourrait apporter à long terme sur le secteur et dans l'entreprise. Et en revanche, l'entreprise, elle est en train de croître très fort au niveau opérationnel. C'est assez particulier comme type d'entreprise parce qu'on n'est pas du tout un software à la base, on est vraiment un service d'aide à domicile. Du coup, on se construit fortement sur les relations entre des auxiliaires de vie et des personnes âgées dépendantes. Et pour faire ça, notre interface première, c'est pas du logiciel, c'est des responsables de secteur, c'est de l'humain, parce que ça marche mieux. Et du coup, on a une équipe importante, plus d'une centaine de collaborateurs maintenant sur le terrain, dans toutes les villes, qui travaillent en direct avec les bénéficiaires et du coup les personnes âgées et leurs familles et les auxiliaires de vie. Et ça, c'est le gros de notre croissance aujourd'hui, les humains. Et nous, notre travail chez WeHelp à la tech, il est sur 3 niveaux. Le premier niveau, du coup, c'est faire en sorte que tous ces collaborateurs gagnent en efficacité et du coup aient des meilleurs logiciels pour les rendre plus présents humainement auprès des bénéficiaires. Du coup, moins passer de temps à gérer de l'administratif avec des tâches plus automatisées. Ça, c'est la première partie. Il y a une deuxième partie qui est en direct avec les bénéficiaires et leurs familles. C'est leur faciliter la vie, du coup, sur la partie acquisition, avoir un site qui est compréhensible, leur donner des points de contact faciles pour pouvoir nous rencontrer et un suivi, une visibilité pour donner de la confiance, en fait. Ça, c'est un espace client qu'on développe. Et un peu le pendant côté auxiliaire de vie, on a développé et on développe une application pour les auxiliaires de vie qui leur permettent d'avoir toutes les informations nécessaires à leur métier, à quelle heure j'interviens, chez qui, combien de temps, pour faire quoi. Si j'ai un problème, je contacte qui, comment. Et ça, c'est un peu la palette de ce qu'on fait. Du coup, aujourd'hui, on est vraiment sur le métier, l'opérationnel. Et demain, on se dit qu'on peut apporter avec l'équipe technique et en rajoutant un peu plus de produits, on peut rajouter pas mal d'éléments sur la notion de confort, sur la notion de meilleure compréhension de nos utilisateurs et ce qu'on pourrait leur apporter, voire même de santé à long terme. On sait qu'aujourd'hui, on a une chose qui est précieuse, c'est qu'on a des auxiliaires de vie qui sont chez nos bénéficiaires et qui voient l'état évoluer là où leur famille ne le voit pas forcément. Et du coup, on a un relais riche et presque médical au domicile. Et du coup, on veut s'appuyer dessus pour pouvoir proposer des services encore plus chouettes. Trop cool. Merci Simon.
On a une question, je pense, de Ling Ling, si tu veux allumer ton micro. Bonjour, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Merci pour la présentation déjà. Moi, j'ai une question. Moi, mon profil, c'est que je suis consultant de produit dans une ESN et justement, j'interviens chez différents clients. Si on prend les étapes dans un projet, on va dire qu'il y a la partie idéation, vision produit et delivery. Et si on fait ce découpage, moi, j'interviens beaucoup au niveau vision produit et delivery. Parce que comme tu disais, Simon, moi, excuse-moi, je te tutoie. Bien sûr, bien sûr. Tu fais bien. Chez Lyon, on tutoie tout le monde, hein, donc surtout, n'hésite pas. Comme tu disais, quand j'interviens, du coup, les parties prenantes, c'est les métiers, c'est le directeur du programme métier sur lequel j'interviens. Et ensuite, moi, je travaille notamment avec l'équipe technique. Par rapport à ça, du coup, souvent, pour moi, j'ai une posture de je gère le delivery, on va dire, et souvent, je partage. Moi, je suis dans la co-construction avec les parties prenantes. Et là, sur la mission où je suis, on me dit, Ling, j'aimerais que tu prennes plus le lead sur le projet, etc., que tu décides, etc. Alors qu'en fait, je n'ai pas forcément toutes les cartes en main pour décider. Et je me demandais quel était ton avis ou si tu avais des conseils sur le partage entre le product owner détient son produit, s'approprie son produit, ou la co-construction avec ses managers, ses parties prenantes. C'est super intéressant. Je pense que enfin, moi, ça m'est déjà arrivé assez régulièrement dans le métier de me retrouver face à un peu ces zones d'ambiguïté de je suis pas l'expert, mais on me demande de l'être pour apporter les meilleures réponses à mon équipe de dev qui a besoin d'avoir ces réponses pour avancer. Comment je fais? Est-ce que je risque pas de prendre la place de l'expert à la fin? Et je n'ai pas forcément la réponse absolue, mais en tout cas, une des pistes qui me semble fonctionner, c'est, et je pense que c'est ce que tu disais, d'être un peu en co-construction, de réussir à mettre tout le monde autour de la table et réussir à lever toutes ces zones d'ambiguïté et derrière avoir le rôle de produit, de pouvoir le formaliser de manière compréhensible pour l'ensemble des devs. Je pense pas qu'il y ait de risque à prendre la place de quelqu'un, surtout qui est expert métier, à s'engager là-dessus. Mais en revanche, je pense que ça fait clairement partie du rôle de mettre tout le monde autour de la table, d'aider à lever les zones d'ambiguïté tous ensemble et de pouvoir les formaliser dans les deux sens. C'est ça qui fait aussi la richesse et la complexité du métier, c'est que tu es à l'interface de beaucoup de rôles au sein des entreprises. Et du coup, de réussir à faire sa place tout en laissant les experts être experts, c'est toute la complexité du métier. Moi, ce que je trouve aussi très intéressant. Je ne sais pas si je réponds vraiment ou si je suis à côté, mais… Non, ça donne une piste de réflexion. Je partage aussi cet avis. Ouais. Bon, là où je suis, c'est un peu compliqué, mais je partage l'idée de mettre que quand il y a un loup, il faut mettre les gens sur la table et pas aller voir une personne de façon silotée, mais de mettre tout le monde autour de la table pour élaguer les zones. Ouais. C'est pas vraiment, je ne l'ai pas vraiment mis en avant dans la présentation, mais je pense que la communication, c'est clé dans notre métier. Elle va dans les deux sens, c'est réussir à communiquer à l'équipe de développeurs, design, les problématiques, le métier, à réussir à le rendre compréhensible. Et ça, c'est toute la partie story, découpage, expliquer un peu alors, comment est-ce que ça va se passer dans la partie dev, et surtout communiquer dans l'autre sens de alors, qu'est-ce qu'on fait, quels problèmes on rencontre, à quel niveau il y a des blocages, comment est-ce que vous pouvez nous aider à lever ces blocages. Et je pense que c'est clé d'être le plus transparent possible, voire de surcommuniquer parfois pour pouvoir avoir tout le monde un peu supporter du projet, quoi. Ok, très bien. Merci pour ton retour. Je t'en prie, merci pour la question. Merci Ling d'avoir allumé ton micro, c'est trop cool. On a aussi deux questions dans le chat, donc on va commencer par celle d'Elisa. Donc tout d'abord, Elisa te remercie Simon pour la présentation et ensuite pour être sûre, elle demande donc si c'est impossible de commencer par des rôles plus de conception stratégique parce que sans avoir fait ses preuves dans le delivery, on ne sera pas crédible. Qu'est-ce que tu en penses Simon? Bonjour Elisa. Merci pour la question. C'est super dur. Je pense que rien n'est impossible.
ça dépend vraiment de ton expérience, de ta maturité, ta capacité de t'adapter aussi. Je pense que c'est dur avec une équipe de développement, surtout si elle est expérimentée, d'arriver sans aucune expérience en gestion de produits digital, vraiment de la partie delivery, et d'arriver uniquement avec la vision tout seul. Je pense que c'est dur d'avoir de la légitimité, c'est dur de réussir. Après, ça ne veut pas dire que ça ne s'apprend pas. Je pense que, enfin, tu vois, moi, typiquement, à la ruche qui dit oui, avant de passer product manager, j'étais Ops et j'ai géré un projet plutôt sur la partie logistique. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir des billes. Et j'avais aucune connaissance sur la partie technique et comment est-ce qu'on délivrait un produit, tout ça. Mais en revanche, j'avais des billes métiers fortes et du coup, j'ai pu monter rapidement en compétence sur toute la partie technique. Et je pense que c'est toujours un truc un peu d'équilibre comme ça, où tu peux arriver avec une expertise. Si tu es capable d'apprendre très vite une autre expertise, tu deviens quelqu'un de plutôt complet. Et je pense que c'est possible d'arriver avec uniquement la conception stratégique et de faire une carrière produit là-dessus. Mais c'est préférable d'avoir des petites idées de comment est-ce qu'on peut évoluer, comment est-ce que ça fonctionne la delivery, quoi. Et là-dessus, sur Internet, il y a plein de ressources pour aussi apprendre par soi-même, pour tester par soi-même. Aujourd'hui, il y a de plus en plus vous avez peut-être entendu parler de la tendance no-code, mais il y a de plus en plus d'outils qui permettent de reproduire un peu le métier de produit sans vraiment avoir d'interaction avec des devs, mais du coup de passer par les étapes de je dois découper mon projet, je fais parler de produits entre eux, du coup c'est quoi? C'est une interface, ah mais c'est une API, mais du coup ça se connecte comme ça, et à la fin j'ai tel résultat, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a une erreur? Et du coup un peu de reproduire toute le quotidien de quelqu'un qui fait du produit, et de le reproduire sans avoir réellement une équipe de développeurs. Je pense que ça donne des billes pour pouvoir arriver en disant en fait, je suis forte en conception stratégique et j'ai quelques billes sur toute la partie delivery. Trop cool. Elisa te remercie. Elle te dit c'est très clair. Merci beaucoup. On a une question de Guillaume qui te remercie lui aussi pour la présentation et qui là va parler plutôt de l'organisation. Donc lui il dit dans une organisation à la Spotify avec squads, tribes et chapters, ferais-tu un chapter produit avec PM et PO ou est-ce que tu scindrais les deux? Donc organisation, stratégie grosse, etc. vs delivery. C'est dur de répondre de manière théorique à la question. Je crois que j'ai cru voir passer un article, Guillaume, sur Spotify qui disait que je crois que c'était le VP Product ou le VP Engineering de Spotify, qui disait que les articles sur la culture de Spotify et l'organisation en squad tribe avaient été avant tout une stratégie de recrutement pour eux, qui avait jamais fonctionné aussi bien que ce qui est écrit dans les articles. Ce qui n'est pas étonnant, mais ce qui est bon à savoir. C'est qu'en fait, toute organisation doit être adaptée au contexte dans lequel elle se met en place et avec les contraintes humaines et organisationnelles de chacun. À la ruche qui dit oui, on était organisé un peu en squad. Et les squads, c'était, il y avait en gros 4 à 5 devs par équipe, un product manager, un product designer par équipe. Et après, il y avait des points d'équipe un peu transverses avec tous les product managers, puis tous les product designers avaient leur point d'équipe. Et du coup, on était plutôt organisé comme ça. Et chaque équipe était plutôt honneur d'une problématique que d'une partie du produit. Du coup, ça rejoint aussi un peu le type d'organisation des Impact Teams. Et on était organisé comme ça et ça nous allait bien. Chez WeHelp, on a essayé de faire ça, de diviser l'équipe dev en deux et d'avoir du coup Lucie et moi de bosser tous les deux avec chacune des deux équipes. Ça a moins bien marché. Là, on est revenu à une seule grosse équipe parce que en fait, ça crée plus d'interaction entre les développeurs parce qu'ils sont tous au courant de sur quelle partie du produit l'un ou l'autre est en train de travailler. Ça permet de mieux progresser aussi en collectif. Je suis désolé, je pense que j'aurais pas de réponse absolue à t'apporter. Je pense que ça dépend vraiment du contexte dans lequel tu te situes. Et
Guillaume, si jamais tu veux nous donner plus de contexte en allumant ton micro, peut-être aussi en disant combien vous êtes ou qu'il y ait un petit peu plus d'infos pour que Simon puisse te donner son avis. Yes, bien sûr, évidemment, question pas facile, Simon. En fait, moi, le contexte, c'est je fais une mission pour un client et on a pour objectif de faire monter en compétence toute l'organisation digitale en product management. Et l'idée de base, c'est de créer une practice product management au sein de l'organisation digitale pour voilà, partager un peu les best practices, que les gens partagent leurs histoires, ce qui marche moins bien sur les différents produits de l'organisation. Donc, ce qui ressemble, j'ai fait le lien assez rapidement, ce qui ressemble pas mal au modèle Spotify avec des chapters. La grosse question qu'on se pose aujourd'hui, c'est chaque produit a des head of platform qui sont les product managers, mais il y a aussi des PO qui s'occupent plutôt du delivery. Et on se pose la question de est-ce que cette practice doit intégrer les PO et les head of platform qui sont les PM, ou est-ce qu'on se concentre uniquement sur les PM? Je me dis que si tu penses que tout le monde a gagné, si les réunions gardent une taille raisonnable et que tout le monde a gagné à être ensemble, autant mettre tout le monde ensemble. Sinon, scinder, faire des tests. Ouais, si tu veux, un peu de la même manière que je gère le produit, j'aime bien gérer l'organisation un peu pareil, faire des tests, proposer des choses qui semblent cohérentes avec les envies de tout le monde, faire un test et puis s'adapter en fonction des retours qu'on peut avoir. Mais je ne sais pas si ça se prête à ce que tu fais toi, mais… Ouais, non, mais si, il faut toujours tester. On va voir. Merci. Désolé de ne pas pouvoir apporter la réponse. Il n'y a pas de souci. Bon courage, Guillaume. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une dernière question. Si Bien sûr, Ling, vas-y. Du coup, sur la mission où je suis, c'est compliqué parce qu'en fait, la présentation qu'on a faite et la réalité n'est pas du tout celle à laquelle je m'attendais. Et en fait, il n'y a pas du tout d'organisation produit, etc. On est un petit peu en mini-cycle en V de façon désorganisée. Néanmoins, j'entends dire qu'il y a une personne qui va arriver en renfort parce que je suis sous l'eau. Nous, actuellement, côté client, on travaille avec un prestataire externe. Les devs sont externalisés. Je n'ai pas la main sur eux. Je travaille avec l'intermédiaire d'un directeur de projet ou d'un PO de leur côté, mais je n'accède pas directement, moi, aux devs. Maintenant, apparemment, ils ont compris que ça n'allait pas. Donc, il y aura une équipe dédiée de devs à nos projets pour le client chez qui je suis. Et ma question, c'est quel conseil tu donnerais pour améliorer en termes d'organisation pour que ce soit plus produit, plus souple? C'est-à-dire que dans l'équipe, là, mes managers, c'est un peu des managers old school, entre guillemets. C'est-à-dire, eux c'est coût, délai, charge. C'est siloté, etc. Ils ont l'habitude de cette façon de travailler. Et moi, j'aimerais améliorer cette organisation. Bon, j'ai essayé, mais ça a été compliqué. Et moi, me sentant seule, j'ai l'impression que, entre guillemets, c'est voué à l'échec parce qu'on ne peut pas être agile en étant seul dans son coin et les autres non. Voilà. Donc, comment améliorer ce genre d'organisation si tu avais un conseil à donner? Pareil, c'est une question pas facile. Je pense que tu as identifié, j'ai l'impression que tu as identifié une grosse part de la problématique, c'est que tu ne peux pas rester seul avec ça, quoi. Dans tous les cas, si tu veux porter une nouvelle organisation, il faut que tu sois un peu suivi. Et du coup, soit c'est côté management, soit c'est côté équipe avec laquelle tu travailles. Après, il y a plusieurs manières, je pense, de pouvoir parce que derrière, en fait, une des grosses problématiques, c'est qu'il s'agit de confiance. C'est réussir à donner confiance dans un nouveau mode de fonctionnement, dans une nouvelle organisation, aux parties prenantes pour après pouvoir continuer et itérer dessus. Et du coup, comment est-ce que tu peux donner confiance sur l'organisation que tu proposes? Déjà, je pense communiquer, dire voilà, moi j'aimerais m'organiser comme ça pour telle raison. Si ça vous va, je vous propose de faire un test
pendant tant de temps et on fait le bilan à la fin. Après, recueillir les avis de tout le monde, voir si ça fonctionne pas. Si ça fonctionne, bah, tant mieux, go, et puis tu peux passer à l'étape d'après. Si ça fonctionne pas, réussir à comprendre quels sont les bloquants et puis les lever ou les questionner. Mais je pense que c'est vraiment, enfin, dans les étapes, moi, ce que je ferais, en tout cas, c'est pas rester seul, réussir à trouver des supporters de ma solution, de ma proposition. Dans un temps 2, c'est essayer de la mettre sur papier ou en tout cas de la formaliser pour la proposer. Et après, mettre en place un test, un truc qui ne va pas changer vraiment la face du monde, mais qui peut donner des billes en disant, bah, regardez, là, c'est un prototype de ce que j'aimerais faire à grande échelle. Est-ce que sur ce prototype, on va le tester 2-3 semaines. Est-ce que ça vous va comme type d'organisation? Est-ce que vous avez des choses à redire? D'adapter un peu en fonction des retours et puis après, de passer à l'étape d'après. Je ne sais pas si c'est possible dans ton cas de fonctionner comme ça, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'essaierai de le faire pour créer de la confiance, pour faire en sorte qu'on comprenne mes intentions, genre bien communiquer, de ne pas être tout seul et d'y aller par étapes, quoi. Ouais, merci. Je vois ce que tu veux dire et je suis aussi en phase. C'est juste que là où je suis, c'est un peu compliqué de proposer une solution en disant bah, on va essayer 1 mois ou 2 si ça vous va. Et après, si ça ne va pas, on va s'adapter. Là, c'est plutôt non, 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 on part dans cette direction, il faut que ça marche tout. Donc voilà, c'est un peu. Je comprends. Il y a nous, l'équipe métier, mes responsables pour qui je travaille, il y a l'équipe IT. Et à côté, il y a plein d'équipes satellites. Et c'est très difficile d'accorder tout ce petit monde. Comme Guillaume, tu m'as l'air dans une situation assez compliquée. Non, mais merci pour cet avis, mais je partage aussi. Voilà, c'est juste que dans le contexte, voilà, c'est compliqué. Bon courage, Ling Ling. Merci. Merci à vous pour la présentation. Un grand plaisir. On a aussi une question de Céline qui va allumer son micro pour te la poser directement. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Super, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question, pas forcément facile. Lors de ma dernière expérience en tant que PO, donc, on était sur un produit et on avait impliqué les développeurs pour estimer les features et les US. Mais donc, on a pu définir notre sprint planning avec un premier échéance pour notre premier MVP. Et le problème, c'est qu'on s'est rendu compte après au bout du deuxième sprint, que en fait, la vélocité de nos développeurs n'était pas au rendez-vous. On a pris beaucoup de retard. Il y a eu plusieurs raisons. C'était à la fois la complexité technique, le manque de seniorité des développeurs, la perte de motivation suite au Covid. Et je voulais savoir, du coup, est-ce que c'est une situation que tu as pu rencontrer, Simon? Comment tu as pu y remédier? Nous, dans notre cas, on a mis beaucoup de temps à réagir. On a mis peut-être 3-4 mois, donc on a perdu énormément de temps, mais aussi d'argent. Et on a fini par remplacer un des profils de développeurs qui était prestataire. Mais du coup, dans une startup, j'imagine que voilà, les développeurs, c'est des personnes internes et on ne remplace pas aussi facilement que dans des missions. Je comprends. Je sais pas si je suis claire. Ouais. Si, c'est très clair. Ouais. Et oui, c'est des situations que j'ai déjà rencontrées ou en tout cas que je rencontre encore régulièrement. C'est dur. C'est dur d'avoir l'adhésion de tout le monde sur du long terme sur les projets. Je pense que la réaction de comprendre, vraiment essayer de trouver finement le diagnostic, c'est la bonne. En fait, c'est comme ça qu'il faut progresser. Et je pense que de ce que tu dis, vous l'avez fait. Ouais. Et après, c'est un peu genre comment à partir de là on avance. Je pense qu'il y a plusieurs pistes. Il y a une piste qui est peut-être la plus visible, mais pas forcément la plus efficace, qui est la piste managériale. C'est aller voir le CTO et dire là, il y a un problème avec l'équipe de dev, on s'était engagé sur le temps, ça avance pas, qu'est-ce qui se passe, comment on peut revoir ça. Moi, une piste que j'aime bien, c'est la piste du collectif. Ça veut dire qu'en fait, on avance ensemble et si on n'avance pas ensemble. Et réussir à se mettre d'accord sur qu'est-ce qui bloque, comment est-ce qu'on peut lever les choses. Est-ce que c'est côté produit qu'on doit faire plus de taf et mieux couper les choses, mieux préparer les choses, aller plus loin dans la problématique
et auquel cas, reconnaître que c'est sur nous que qu'on doit prendre ce temps-là pour faciliter le travail des autres. Si c'est côté dev, dire en fait, on peut aussi revoir les plannings. Et du coup, c'est dire, genre, moi, je mets ma responsabilité en jeu en tant que product pour aller communiquer auprès des autres équipes et des autres parties prenantes que ça va pas le faire comme on avait prévu parce qu'on a découvert des choses qu'on n'aurait pas pu prédire avant. Et ça arrive, c'est normal. Hein. Et du coup, on va prendre plus de temps. Et en gros, je trouve que j'ai l'impression que c'est un peu, c'est de la gestion un peu collective d'équipe de dire, en fait, ensemble, c'est quoi le message qu'on veut porter pour faire en sorte qu'on se sorte de cette situation-là. Quel est le message qu'on veut porter? Est-ce qu'on veut dire aux autres équipes, là, ça va pas le faire dans les temps et pour telle et telle raison, du coup, est-ce que vous pouvez nous donner plus de temps? Si oui, tant mieux. Sinon, on va devoir couper des choses et qu'est-ce qu'on coupe? Là, je rentre peut-être trop dans le détail. Je pense que si on prend un pas de recul, je pense que la meilleure façon de gérer ces situations-là, c'est de communiquer. C'est de communiquer en interne pour bien comprendre, pour que tout le monde soit sur la même page, expliquer quels sont les enjeux, pourquoi est-ce qu'on fait le projet, réussir à motiver, réussir à retrouver de l'adhésion là-dessus. Et puis, en dehors de l'équipe tech, dev, réussir à communiquer en disant, là, la situation, elle n'est pas facile pour telle raison, vous pouvez le comprendre. En plus, on s'est heurté à des problématiques techniques qu'on n'aurait pas pu connaître. Du coup, ça va décaler le planning. Que tout le monde soit au courant le plus tôt possible et que ce ne soit pas une réalisation sur le tard de en fait, vous étiez censé me rendre le projet hier, pourquoi est-ce qu'il est toujours pas là? Et dire, mais en fait, on ne vous a pas dit, mais il va y avoir quelques mois de délai. Quoi. Ok, c'est très clair, ouais. Être le plus, de toute façon, on va pas se mentir, mais il faut être le plus transparent possible, le plus vite possible. Ça évite énormément de problématiques par la suite. Quoi. Et c'est pas grave de pas tout maîtriser. Parfois, en tant que product, on n'a pas tous les éléments, mais en revanche, on est capable de comprendre que ça va pas pour telle ou telle raison. Déjà, rien que dire que là, ça va moins bien, on le sent moins bien, c'est déjà une information qui a beaucoup de valeur pour un interlocuteur ou une partie prenante. Quoi. Elle peut déjà en faire quelque chose. Ouais. Okay. Ouais, c'est vrai que nous, je pense que notre erreur, c'est qu'on on a mis du temps à réagir et à communiquer collectivement. On a attendu peut-être 2-3 semaines. 3 semaines pour dire vraiment que ça n'allait pas entre nous. Au niveau des devs et essayer de comprendre en fait la raison. Et non, mais ça me paraît très clair. Ok, merci beaucoup. Merci Céline. Je t'en prie. Merci Simon. Et donc ce matin, personne n'a des cas faciles. C'est assez compliqué. Mais comme disait Simon, la communication, c'est franchement en fait un peu, pas la clé, mais un peu tellement important partout que même si vous êtes coincé à partir du moment où vous allez parler, essayez de continuer à faire d'autres webinaires, rencontrer d'autres personnes. Particulièrement en produit, savoir comment c'est fait ailleurs, quand est-ce que on en parle souvent de ce qui marche, mais il y a aussi plein de choses à gagner et à apprendre, des choses qui ne marchent pas. Et pour ça, c'est à demander à vos copains qui bossent là-dedans ou des webinaires, poser des questions aux intervenants de ce qu'ils ont pu voir dans leurs différentes expériences, de l'organisation de différentes boîtes. Franchement, c'est toujours important. Enfin, moi, je ne suis pas du tout expert produit, mais je sais qu'en faisant tous ces webinaires et évidemment en suivant la formation produit, je me rends compte de, par exemple, Matrice. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un incubateur de start-up. Et en fait, eux, pour l'organisation en interne, ils se sont dit qu'ils allaient recruter un head of product qui allait gérer l'organisation de Matrice comme si c'était un produit. Et donc, en fait, on se rend compte qu'à partir du moment où, rien que pour une organisation d'entreprise, on prend quelqu'un qui bosse dans du produit pour organiser à la façon d'un produit l'organisation de la boîte, c'est quand même ouf. Et ils ont pris cette personne-là parce qu'elle avait elle avait des expériences dans des entreprises de tailles différentes et avec des organisations de squad, de chapters très différentes. Et donc, en fait, je pense que plus que dans d'autres secteurs, entre guillemets, parler aux gens qui viennent d'entreprises différentes, que ce soit des toutes petites boîtes ou des boîtes plus grandes ou des scale-up, c'est méga, méga important. Et sinon, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Alors, je pense que tu as complètement raison. Il faut aller voir du monde. Et... à la Ruche qui dit oui, quand on cherchait notre organisation, là, qu'on était 7 product, quelque chose, owner, manager, tous des profils différents. Ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a organisé des réunions avec les boîtes du moment. Il y avait Captain Train, il y avait Drivey, il y avait
quelqu'un de Kickstarter, on a parlé avec des gens d'Etsy aussi, via nos investisseurs. Et en fait, on s'est posé en disant, bah, c'est quoi votre organisation de produits tech? Comment est-ce que vous fonctionnez? Qu'est-ce qui marche pas? Et c'est ce qui nous a permis de dessiner après ce truc qui est un peu hybride entre des squads à la Spotify et des impact teams avec plutôt des équipes portées sur des problématiques plutôt que des bouts du produit. Et ça a fonctionné pour nous. Et je pense que tu as raison de le souligner. Se renseigner. Moi, je lis beaucoup d'articles et de newsletters produits. Je pense que c'est aussi une manière de se renseigner. Mais aller voir les gens, pas hésiter à prendre contact direct sur LinkedIn. Ça marche aussi souvent. Dans le monde du produit, je connais rarement des personnes, si vous leur envoyez une invitation avec un petit message argumenté, qui ne vont pas vous répondre. N'hésitez pas à le faire. Les gens sont... On est quand même sur un poste où les gens ont un peu d'empathie et du coup... Et en plus, sont curieux. Et du coup, si vous arrivez avec une problématique, c'est le genre de personne qui va dire « Ah, une problématique, j'ai envie d'y répondre » et du coup, qui vont vous répondre. Je suis d'accord avec Simon. Finalement, on pense que les gens sur LinkedIn nous répondront pas trop. Et en fait, tout le monde répond hyper rapidement. Et super, s'ils ne peuvent pas vous aider, ils vont vous dire désolé, je ne peux pas t'aider, bonne journée, bon courage, quoi. Mais au moins, vous aurez essayé et il y a forcément des personnes qui pourront vous aider ou qui pourront donner leur avis au moins et ça pourra vous permettre, vous, de vous faire le vôtre en ayant récolté à droite à gauche des petits conseils. Donc, merci beaucoup pour toutes vos questions. C'était super intéressant. Évidemment, merci Simon d'avoir repris le temps ce matin pendant 1 heure pour cette présentation et de répondre au cas par cas pour toutes les questions. C'est trop cool. C'est toujours trop chouette, je trouve, de démarrer la journée avec 1 heure comme ça, où on a de l'interaction, où ça nous permet de réfléchir sur différents cas, sur différentes situations et sur différentes organisations de produits. Évidemment, c'était un grand plaisir de vous avoir ce matin. Comme je le disais en commentaire aussi, je vais vous envoyer un mail récap avec les slides de Simon et le lien de notre chaîne YouTube pour que dans quelques jours, vous puissiez retrouver le replay. Et on met au fur et à mesure tous nos replays de tous nos webinaires. Donc, vous pouvez aussi découvrir les autres replays des webinaires. Il y en a plein sur le produit. Et comme disait aussi Vincent, il y en a plein sur le gros hacking et sur d'autres sujets encore. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à aller faire un tour. Et puis, évidemment, chez Lyon, on organise souvent des webinaires. Donc, continuez à regarder nos pages. On en a sur plein de sujets différents. Donc, vous pouvez toujours nous retrouver. Et si vous avez des sujets de webinaires qu'on n'organise pas encore, mais qui vraiment vous tiennent à cœur et vous vous dites que c'est absolument un sujet à développer, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un message pour qu'on puisse répondre à vos besoins et à vos attentes. Voilà. Merci beaucoup, Simon, encore. C'était trop chouette. Et puis, merci à vous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.